Monsieur le Président, merci pour votre introduction, merci pour votre accueil. Et on est très heureux de cette réunion, qui est une réunion qui, on l'espère, ouvrira des chemins et permettra d'éclairer, en tout cas, les débats et offrir des perspectives, notamment à la fois à la jeunesse et à l'Algérie, et aux relations entre la France et l'Algérie. Et avec Yazid Benami, on a pris cette décision d'organiser cet anniversaire avec l'Académie de géopolitique de Paris. Cette Académie de géopolitique est extrêmement importante et enrichissante parce que c'est une académie d'abord qui est apolitique, comme le dit son président, qui est areligieuse, qui est d'abord d'essence scientifique, qui est comment dire, labellisé par le rectorat et qui délivre des diplômes de recherche, d'études, etc. Vous avez des documents auprès de vous. Et c'est un plaisir que d'avoir rencontré cette académie et de pouvoir, en terrain un peu neutre, voilà, on n'est pas dans un institut français, dans un institut algérien, on est dans une académie scientifique, et de pouvoir délivrer à la fois sur le plan national et sur le plan international, délivrer, vous qui êtes contributeurs autour de la salle, délivrer vos contributions, vos idées, et de permettre à tout un chacun de se faire une idée sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, quoi dire Moi, je voudrais dire déjà deux choses. On dit souvent, concernant la Révolution française, on a souvent, dans les rencontres diplomatiques, etc., on dit « Ah, le message de la France, la Révolution française, etc., etc. » Donc, c'est vrai que le message de 1789 est très fort. Ainsi parla le Verbe. Les hommes naissent libres et égaux entre eux. Et c'était quelque chose qui a essaimé à travers le monde, et c'est une satisfaction, et cet îlot de démocratie, bien sûr, qui est soumis tout le temps à critique du bout du monde, qui s'appelle la France, est quelque chose d'extrêmement intéressant, et ça a permis à beaucoup de pays aussi de s'en inspirer. Mais moi, je dirais que la révolution algérienne, c'est pareil. La révolution algérienne, elle a essaimé à travers le monde. Elle a été un signal pour les peuples opprimés. Elle a aussi été un message considérable pour des populations, pour des peuples qui étaient opprimés. Et le message de la révolution algérienne, je ne parle pas de la post-indépendance, mais je parle de la révolution algérienne, il est considérable. Et je trouve qu'on ne revient jamais assez sur ce message, qui est considérable. Voilà la première chose que je voulais dire. Ensuite, de dire la guerre d'Algérie, effectivement, c'était une guerre atroce. Et moi, j'en suis un exemple vivant, puisque notre village a été bombardé et passé au napalm par l'armée française, et on a fui avec mes frères et ma mère sur les routes, et on a connu la situation de réfugiés comme d'autres aujourd'hui le connaissent en Syrie, en Afrique, en Ukraine, etc. Et donc c'était une guerre atroce, avec des exécutions, avec des enfumades, avec des populations déplacées, des villages déplacés, des hameaux déplacés, des activités génocidaires. Et donc c'était une guerre qui n'a pas été reconnue en France. Longtemps on a parlé d'événements, etc. On y reviendra un peu plus tard. C'était, pour moi, la chose essentielle, c'est que c'était pas 7 ans de guerre, c'était 130 ans de guerre. La France n'a jamais été tranquille. La France n'a jamais été tranquille dans toute l'Algérie. Sans arrêt, il y a eu des révoltes, il y a eu des bagarres, il y a eu des choses, des dizaines, des centaines de milliers de tribus d'Algériens sont morts contre l'empire colonial. La France n'a jamais été tranquille. La guerre d'Algérie a duré 130 ans. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Alors ensuite, revenir un peu sur cette réunion. Évidemment, on va parler de la révolution algérienne, et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, à savoir les moments forts autour du congrès de la Soumam, qui a été l'ADN de la révolution algérienne parrainée par Aban Ramdan, cette violation de la réunion du Caire en 58, où on a voulu inverser les attendus du congrès de la Soumam, qui avait mis l'intérieur sur l'extérieur et le politique sur le militaire en priorité. La réunion du Caire
a été, comment dire, a accouché au forceps d'une contre-révolution, et ensuite la grande trahison qui a été la réunion, le congrès de Tripoli. Donc ça a été deux manœuvres qui ont complètement, qui ont été un coup de force considérable contre la révolution algérienne, menée par les gens de l'extérieur, à savoir Boumedienne, Mohamed Bouharouba et ses différents compères qui n'ont pas tiré une balle pendant la révolution et qui ensuite se sont mis à confisquer l'indépendance, comme l'a rappelé Farhat Abbas dans son magnifique ouvrage. On reviendra sur des non-dits, sur des choses qui sont un peu bizarroïdes, comme la crise berbériste de 47, comme des choses comme ça. C'est des choses qui ont été montées en épingle par des gens notamment comme Mohamed Harvi. Et puis, sur le rôle considérable de la Fédération de France du FLN, de l'extérieur, et à tel point que on l'a appelé l'arme secrète du FLN. C'était la Fédération de France qui a été passée sous le boisseau à l'indépendance, qui a été le poumon organisationnel, financier, structurel de la Révolution, a été passé sous le boisseau, et ça, c'est aussi un petit peu une des orientations de cette réunion, c'est de remettre à l'honneur cette Fédération de France, qui a en fait été la jonction entre le mouvement progressiste français et le mouvement ouvrier, notamment algérien, puisque le nationalisme algérien est né dans l'immigration ouvrière algérienne, en contact du mouvement ouvrier français. Ça a été le glaive qui s'est levé pour couper la tête de l'hydre colonial, est né dans l'immigration algérienne. En Algérie, bien sûr, il y a eu toutes les révoltes, l'émir Abdelkader, il y a eu Fadman Soumer, il y a eu Cheikh El-Mokrani, il y a eu Cheikh Haddad, et puis ce qu'on appelle les bandits de Kabylie, qui n'étaient pas des bandits, mais qui étaient des vrais nationalistes. Il y a eu tout plein de mouvements, mais le glaive, le nationalisme, au sens radical du terme, qui a porté le glaive au cœur du colonialisme, c'était dans le mouvement ouvrier, et notamment qui a été repris par quelque chose qui a été passé aussi sous le boisseau, le Parti communiste algérien, qui n'avait rien à voir avec le Parti communiste français, où on retrouvait beaucoup d'Algériens de confession juive et d'origine européenne, qui se sont engagés corps et âme, qui ont pris les armes contre l'armée coloniale. Ce parti communiste algérien qui a été complètement massacré par Boumedienne, qui a été transformé en parti d'avant-garde socialiste, et puis donc on aura aussi l'occasion d'engager. Cette jeune révolution, ne pas oublier aujourd'hui, parce qu'il se passe un tas de choses au niveau international, ne pas oublier que le monde arabe, qu'on disait soutenir cette révolution, les deux voisins ont convoité les frontières de l'Algérie. Et ne pas oublier la guerre des frontières avec le Maroc. Donc le Maroc n'a jamais accepté les frontières de l'Algérie. Et Bourguiba lui-même, le président tunisien, dans le tome 2 de Jean Lacouture, qui raconte les mémoires de De Gaulle, Bourguiba va voir De Gaulle en lui disant « Nous voulons notre part du Sahara algérien ». Et De Gaulle l'a remis à sa place, c'est écrit en toutes lettres dans les mémoires de De Gaulle, en lui disant « Vous ne bougez pas, nous on met en place une collaboration, une relation avec l'Algérie nouvelle qui va être, etc., etc. » Et donc la Tunisie de son côté et le Maroc de son côté n'ont jamais accepté les frontières de l'Algérie, et c'est peut-être aussi à la lumière de ces événements-là qu'on peut analyser aussi les choses un peu plus contemporaines. Alors voilà, donc pour terminer, je dirais, cette réunion, c'est l'occasion d'interpeller l'histoire, qui la plupart du temps, bien sûr, est tronquée, déformée, manipulée, quels que soient ceux qui la racontent, l'écrivent, individus ou États ou citoyens, victimes au bureau, parce que l'histoire appartient à tout le monde. C'est vrai qu'il y a une maxime qui dit, toujours en botte en touche, on dit, il faut laisser l'histoire aux historiens. Non, l'histoire appartient à tout le monde. Cette maxime n'est pas satisfaisante. La lecture et la compréhension des événements doit convoquer aussi les acteurs, les victimes, les gens. Je veux dire que pourquoi botter en touche et dire voilà non. Je veux dire que surtout une histoire aussi fraîche, aussi récente, elle doit être laissée. Tout un chacun de pouvoir se faire son idée, et cette réunion va nous permettre de convoquer certaines vérités de manière scientifique, débarrasser des non-dits, des censures, des autocensures, et participer à notre façon à ce qu'on appelle le roman de la révolution algérienne, et donc d'en soulever certaines incohérences, etc. Donc les sociétés civiles
ce qu'on peut appeler les intellectuels, enfin, tout un certain nombre ont le droit d'intervenir sur cette histoire, des mémoires partagées. Le président a parlé du devoir de mémoire, ce sont des mémoires partagées, des mémoires croisées, des mémoires entrechoquées, enchevêtrées, séparées, égarées. Il n'y a pas de notion univoque de mémoire, et ces mémoires-là, on a le droit aussi de les embrasser de façon complètement libre et dénuée de toute terreur ou chantage ou épée de Damoclès qui viendrait de d'on sait où. Cet engouement à réclamer sa mémoire touche l'ensemble des générations, les jeunes en particulier. Ils ont envie de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qu'ont fait leurs parents, à quoi ils ont contribué. Et puis, aujourd'hui, ils sont français, en tout cas pour les communautés vivant à l'étranger, en France, en Angleterre, ils sont anglais, en Espagne, ils sont espagnols. Voilà, ils sont de la citoyenneté, de la nationalité du pays, mais ils ne peuvent être bien dans leur peau que si leur identité, leur racine culturelle, arabe, berbère, leur religion, enfin, leurs coutumes, etc., leur mode de vie est respecté, et donc ils ne pourront être complètement à l'aise et je veux dire intégrés dans cette société et plein d'allant et plein d'ambition que s'ils sont tranquilles et s'ils se réveillent le matin, ils se regardent dans une glace et ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont de nationalité française, mais ils ont une histoire, ils ont une culture d'origine, et c'est peut-être la façon de l'exprimer, de la développer, de l'enseigner dans les livres d'histoire, de la mettre à la télévision, de la mettre au cinéma. Je veux dire que le monde cinématographique français est d'une pauvreté extrême concernant la guerre d'Algérie et concernant l'Algérie. Il n'y a pas grand-chose. Alors que quand on regarde les États-Unis, ce qu'ils ont fait par rapport à l'immigration, par rapport aux guerres du Vietnam et tout, on est loin de cette façon dont l'image, évidemment, il y a des résistants, il y a des gens qui ont pris la caméra et qui se sont manifestés très tôt, mais il n'y a pas grand-chose. Donc on est peut-être à une croisée de chemin, à un tournant, qui ferait qu'aujourd'hui on pourrait parler dans tous les sens. Cette histoire appartient à tout le monde, et c'est dans cette perspective, de façon tout à fait sereine, consensuelle et complètement tranquille, qu'on a voulu, avec les Yazides, organiser cette réunion, et puis vous faire participer, vous qui êtes dans la salle, et puis vous qui nous écoutez, à travers la radio Beurre FM qui est partenaire, et à travers l'Académie de chirurgie, de géopolitique, à travers les Facebook respectifs. Voilà, merci, puis bonne réunion. D'avoir intervenu. Oui, vous m'entendez. Monsieur le Président, on vous remercie pour cette initiative et cette organisation. Chers amis, Madame, Messieurs, on a voulu organiser aujourd'hui un colloque à l'événement du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, pour une raison bien spécifique. Déjà, donc, essayer de reparler de ce qui s'est passé en Algérie et de voir aussi ce qu'on pourrait lister comme piste pour l'avenir. Et à ce sujet, donc, on a fait appel à quelques intervenants de haute qualité, que je remercie énormément. Voilà. On va essayer de commencer déjà par Monsieur Aïssa Kadri, qui est professeur honoraire des universités, et à qui on a demandé de nous retracer cette année 1962, mais de manière revisitée. Merci.